Quelles transformations sont induites par l'ère numérique? C'est ce que nous saurons dans un instant avec M. Thierry Bacchino, qui est professeur de psychologie cognitive des technologies numériques à l'Université de Paris 8. Et sa conférence, bien, ce titre est en soi un programme, le lecteur numérique, et il ne s'agit pas évidemment de l'appareil, il s'agit de l'être humain, le lecteur numérique, un mutant 2.0, point d'interrogation. Alors, M. Bacchino, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Alors, donc, la présentation l'a dit, je suis psychologue, donc je ne vais pas vous parler du livre, je vais vous parler de celui qui reçoit le livre et qui le lit, donc le lecteur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le lecteur a modifié son comportement, puisque je suis un psychologue comportementaliste, depuis le papier notamment, puisque c'est celui qu'on étudie encore beaucoup. Mais si on s'aperçoit, si on regarde par exemple cette diapositive, on s'aperçoit que l'écriture et la lecture, bien sûr, a en fait une durée assez courte. Ça fait 5400 ans, un peu plus de 5000 ans dans la vie de l'humanité. Et on a eu des supports qui sont très différents, mais ce qui les caractérise, c'est que ces supports-là souvent restaient très longtemps. C'est-à-dire on a les supports comme le volumen, comme le codex, qui est l'ancêtre du livre, puis ensuite le livre typographié à partir de l'invention de l'imprimerie. Ça a duré des siècles et des siècles. Et les gens ont eu l'habitude, ont eu surtout le temps pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux supports. C'est exactement pareil pour le type d'écriture. Vous voyez, une écriture continue au IIIe et en fait au début de notre ère, et puis ensuite une écriture segmentée à partir du 8e siècle, c'est-à-dire une écriture avec des blancs à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si, en l'espace d'une trentaine d'années, à peu près, à la louche, le lecteur a modifié son comportement de lecture, sachant qu'on a toujours des mots, hein, même si c'est sur une tablette, sur un ordinateur, sur un smartphone, etc. Mais la lecture qui implique une mémorisation, qui implique de l'attention, qui implique une perception, est-ce qu'en fait le support électronique a modifié toutes ces fonctions cognitives? Alors c'est ce qu'on voit ici, on voit une multitude de supports depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui. On a aussi une multitude d'informations, beaucoup d'informations, ça aussi tout le monde, là j'enfonce des portes ouvertes, c'est-à-dire tout le monde le sait. On a énormément d'informations sur Internet, même la plupart des documents maintenant n'existent pas sous la forme réelle, n'ont pas de réalité physique, mais qu'une réalité virtuelle, informatique. Et la question c'est, est-ce que avec cette information énorme qu'il y a sur le web, est-ce qu'on arrive quand même à prendre l'information, est-ce qu'on arrive quand même à la comprendre, à la mémoriser et surtout à la rechercher de manière satisfaisante? Alors je vais vous expliquer un peu voilà, les différences qui existent entre papier et écran. Donc moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. J'avais commencé en fait, à l'origine, je suis informaticien, puis ensuite je suis parti sur la psychologie. Et j'avais commencé avec une thèse dans le centre de recherche d'IBM qui se posait la question comment est-ce que le lecteur va pouvoir s'adapter? Il y a 30 ans, il mettait en place des documentations, il disait online, c'est-à-dire en temps réel, sur les supports électroniques. Et est-ce que le lecteur va pouvoir s'adapter à ça, alors qu'avant, il y avait des documentations qui étaient presque au mètre cube? Donc j'ai travaillé depuis 30 ans sur les différences qui existent entre papier et écran. Pour résumer en fait les études de ces 30 années, on s'aperçoit qu'il y a 4 dimensions vraiment qui reviennent sur les différences entre papier et écran. La dimension de la lumière, notamment la différence entre éclairage naturel et le rétroéclairage que l'on a évidemment sur les écrans rétroéclairés. Ce n'est pas le cas en France, on parle de liseuse pour les formats de type Kindle, donc d'encre électronique. Les modes de présentation, statique versus dynamique, le type de lecture, linéaire versus hypertexte, et les sources d'information. Quand on est sur du papier, on a du texte, des images, des graphiques, tout est stable.
on a des informations nettement plus enrichissantes et enrichies lorsqu'on est sur un document électronique, parce qu'on peut rajouter des sons, des images, des vidéos, etc. Donc on pourrait dire il y a des informations qui sont à la fois peut-être plus visibles, plus lisibles, et peut-être qui conduisent à une meilleure compréhension du lecteur que j'ai appelé 2.0. Donc on va voir ces trois dimensions qui sont en fait les trois dimensions que l'on retrouve dans la lecture. C'est à la fois la perception des mots, à la fois la lisibilité de ces mots, et puis bien sûr la mémoire et la compréhension. Vous voyez ce petit point bleu qui se déplace lorsqu'on mesure mesure les mouvements des yeux. Et on s'aperçoit évidemment que l'œil, mais ça a été vu, d'ailleurs on le voit d'ailleurs sur l'animation du bas. Ça, c'est la lecture d'un iPad. Vous voyez, enfin, lecture, c'est un grand mot, on va dire un balayage d'un document de style magazine. Voilà, on peut le voir aussi là et on peut le voir aussi à gauche. Vous voyez, à gauche, vous avez, oui, c'est à gauche, vous avez un document de type classique où on lit vraiment de gauche à droite, au bas, etc. On fait quelques fixations par ligne. Sur le document de droite, eh bien là, c'est plus du tout au bas, gauche, droite. Là, on fait une sorte de navigation plus ou moins aléatoire en fonction des informations visuelles qui frappent l'œil. C'est-à-dire quand il y a des images qui sont vraiment très saillantes, on va regarder ces images-là. Et puis tout en bas, effectivement, on a une sorte de balayage d'un document, d'un magazine, par exemple, sur un iPad. Donc, on étudie avec cette méthode-là le comportement du lecteur. On a bien sûr des niveaux de lecture différents, là vous le voyez, mais là je ne vous fais pas un cours de psychologie rapide, c'est juste pour vous montrer en fait les différences qu'on peut avoir déjà au niveau naturel, ça c'est sur papier. Hein. Et bien sûr on peut mesurer la vitesse de lecture en mots par minute. On s'aperçoit qu'on a, c'est ce qu'on appelle une courbe normale. Il y a des gens qui, la majorité sont au-dessus de la courbe, et puis une minorité sur la droite qui sont très très rapides, et une autre minorité qui sont sur la gauche, qui sont par contre très très lents, voire ce sont des pathologies de la lecture comme la dyslexie, les dyslexies. Voilà. Là vous avez une animation de plusieurs lecteurs qui vous montrent les vitesses de lecture et les comportements de lecture. Donc chaque point représente les yeux d'un lecteur. Vous voyez, il y en a qui sont très rapides, vous voyez le point rouge. Il y en a un autre qui est le point violet, là, qui est beaucoup moins rapide. Mais ce sont des stratégies pas toujours gagnantes. Vous voyez le point rouge, en fait, il a besoin de relire. Alors que le violet, qui a été allé beaucoup plus lentement, il n'a pas relu. Donc ça fait partie du comportement naturel de lecture. Ce comportement, on le divise en trois dimensions, ce que l'on a vu déjà tout à l'heure, la visibilité, la lisibilité, l'intégration. Alors je passe très rapidement, ça correspond à des structures cérébrales également. Ah. Oh là là. Voilà un autre effet, c'est l'effet de vision. C'est un comportement encore naturel dans la vision. C'est l'idée que lorsqu'on bouge ses yeux, on n'a qu'une petite partie de la vision qui est vraiment très très claire, qui a une très bonne acuité visuelle, qui correspond en gros à 4-5 lettres et qui correspond au cercle que l'on voit, qui se déplace. Donc là, c'est une animation. Et tout autour, en fait, ça devient flou. Alors ça implique quoi? Ça implique que... Voilà. Ça, c'est la vision centrale. Ça implique qu'on est obligé de bouger ses yeux, parce que si j'étais ingénieur de la vision, je n'aurais pas fait une caméra, par exemple, que je doive bouger en permanence pour pouvoir filmer, par exemple, la salle. Si je filme la salle, ma caméra sera centrale, ça sera aussi net à gauche, à droite qu'au centre. Pour les yeux, ce n'est pas pareil. Pour les yeux, il n'y a qu'une petite zone qui correspond à une vision avec une acuité visuelle très, très importante. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des caractéristiques que l'on connaît chez le lecteur normal. Il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas là, mais ça ne passe pas. Voilà.
ce qui m'intéresse, c'est ce comportement de lecteur, ce comportement de vision. On va voir ensuite qu'il y a plus que de la vision. Est-ce qu'il est perturbé par la lecture sur écran? Oui, en partie. Notamment, il y a une partie, je suis passé très vite parce que là l'animation était rapide. Il y a une partie qui correspond à ce rectangle que l'on appelle l'empont visuel. Donc quand je fixe par exemple la phrase ici où l'empont visuel est plus étendu sur la droite que sur la gauche, le TEND de temps de étendu, c'est la vision très très claire. Et sur la droite, bien sûr, j'ai un empant, une espèce d'espace où mon attention peut être attirée, qui me permet de reconnaître en partie notamment certains mots. Et bien sûr, cet empant est plus large sur la droite que sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'on lit de gauche à droite. Quand on fait les expériences en hébreu ou en arabe, c'est exactement l'inverse. Ou en chinois, en vertical. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des différences sur cet empant visuel, qui est une sorte d'empant plastique, élastique, qui peut s'adapter en fonction de la difficulté du texte. Est-ce que cet empant visuel diffère aussi lorsqu'on lit sur un écran? Oui, et voilà les principaux facteurs. Ce sont le contraste, l'espacement des lettres et l'emploi de colonnes réduites que l'on a aussi dans les journaux. Tout ça, enfin ces trois dimensions, ça a été testé longuement, on sait que ça induit une fatigue visuelle très très importante, qu'on appelle le Computer Vision Syndrome, c'est-à-dire le syndrome de vision par ordinateur. C'est quoi ce syndrome? C'est avoir une sécheresse de l'œil qui augmente, notamment lorsqu'on lit sur un écran pendant plusieurs heures, ce qui peut arriver maintenant assez fréquemment, ou quand on travaille sur écran pendant plusieurs heures. Une vision floue, fatigue visuelle bien sûr, maux de tête et des clignements. Les clignements servent à rafraîchir l'œil, à lui donner une bonne mécanique. Et ce syndrome de vision sur ordinateur affecte 90% des personnes qui passent plus de 3 heures sur écran. Vous voyez que ici, si je teste la salle, il y a beaucoup de personnes qui passent plus de 3 heures sur écran. Écran, donc ça veut dire ordinateur, mais ça veut dire aussi télévision, enfin tout ce qui est écran rétroéclairé. On a fait une étude assez récente qui comparait la lecture d'un livre entier, c'était une nouvelle de Maupassant, Bel-Ami, qui se lisait soit sur papier, soit sur un écran LCD, soit sur un e-book, avec le même format, même longueur de ligne, même nombre de pages, etc. On s'aperçoit qu'on a une fatigue visuelle qui augmente pour le LCD, une fatigue ressentie qui aussi augmente pour le LCD, et puis ce qu'on s'attendait moins à cet effet, c'est qu'on a des clignements au fur et à mesure quand on lisait, parce que Bel-Ami ça durait à peu près 4 heures, c'est une nouvelle de Maupassant, mais ce n'est pas un très gros livre. Au bout de la 3e et 4e heure, en fait, on s'apercevait que les clignements des yeux étaient beaucoup plus réduits, ce qui induit en fait cette sécheresse de l'œil. Donc c'est comme si le système visuel oubliait quelque part de cligner et ne fonctionnait plus, ne rafraîchissait plus l'œil de manière satisfaisante. Ça a été montré aussi chez les enfants. L'usage quotidien des smartphones et des écrans augmente significativement le risque de sécheresse oculaire. Donc ça, ce sont des faits, simplement physiques. On est très loin de la lecture pour le moment, on n'est pas sur du texte, mais quand même on est obligé de recevoir cet impact physique, visuel des écrans. On a maintenant des nouveaux modes de lecture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la technique. Alors là aussi, il y a une animation, il faut cliquer sur le téléphone portable. La technique Spritz consiste à présenter les mots d'un texte, mot par mot, au centre d'un écran. C'est fait pour des petits écrans, comme les smartphones. Vous voyez ? Et là, on a ces yeux qui sont centrés sur les mots. Et l'idée, c'est l'idée des promoteurs de cette technique, c'est de dire, on peut lire des textes dans un espace réduit assez rapidement, parce que c'est automatique. Mais nous, on s'est aperçu que quand on compare cette technique-là avec la lecture classique, avec des lignes, on a à la fois des clignements oculaires qui sont moins
moins important avec la technique Spritz, c'est-à-dire une sécheresse oculaire plus importante, et puis surtout une meilleure compréhension avec un mode de lecture normal, pour deux raisons essentielles. C'est qu'avec des techniques on appelle ça de lecture, de présentation visuelle rapide, la technique Spritz est juste un exemple de ces techniques-là. On a deux phénomènes. D'une part, on ne peut pas revenir bien sûr sur le texte que l'on a lu. Et dans 20% du cas de la lecture, c'est la lecture normale. On revient, l'œil revient sur le texte qu'il a lu, soit sur le mot précédent, soit sur une ligne auparavant. Et deuxième chose, on n'a pas cet tampon visuel, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette prédiction, cette anticipation du mot à venir. Donc, on n'a pas une lecture normale et ça se concrétise du point de vue de la mémorisation du texte et de la compréhension. On a un autre effet qui est apparu là, qui a été montré assez récemment. C'est lorsqu'on lit sur un iPad, par exemple, ça se passe souvent le soir, on veut prendre en connaissance du journal du jour, etc. On a les rythmes biologiques et notamment le sommeil qui est perturbé. Alors il y a une belle étude américaine qui a été mise en place, qui ont montré que les écrans rétroéclairés, pas simplement l'iPad, l'écran d'un ordinateur aussi, émettaient une lumière bleue, on voit le pic de lumière bleue, qui est très très important comparé à la lumière sur papier qui correspond en fait à l'axe des abscisses. Je ne sais pas si vous voyez tout en bas, il y a juste des petites... donc il y a très peu de lumière en fin de compte. Et lorsqu'on demandait à des sujets de lire pendant 4 heures avant de s'endormir pendant 5 jours de suite, et qu'on mesurait notamment la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, on s'aperçoit que l'endormissement est retardé sur la tablette, est retardé de 2 heures. Le sommeil, pour les psychologues, c'est connu déjà depuis longtemps, c'est une sorte de train. On prend le train en marche ou on ne le prend pas d'ailleurs. Et si votre rythme biologique, par exemple, est de dormir à 10 heures, il y en a qui peuvent dormir à 11 heures, il y en a qui peuvent dormir à minuit. Mais si vous ratez ce train, il faut attendre peut-être 2 heures après, ce sont des cycles de 2 heures en règle générale, pour pouvoir s'endormir de nouveau. Et là, c'est ce qui se passait avec la petite ellipse rouge. Je vois que sur le e-book, donc sur l'écran rétroéclairé, en fait, il y a un pic à 10 heures, il y a 22 heures, là voilà, à 22 heures qui n'existe pas pour la lecture sur e-book. C'est-à-dire que il y a un décalage de 2 heures dans l'accomplissement du sommeil. D'autres effets. Un effet connu là aussi depuis une vingtaine d'années, c'est l'effet de position optimale de fixation. L'effet de position optimale, c'est simplement de dire que quand on lit, l'œil arrive en gros au centre du mot. C'est statistique. C'est-à-dire que c'est comme une cible que l'on vise, on va essayer de viser le centre. Eh bien pour l'œil, c'est pareil. Et quand on lit une phrase normale comme la lecture électronique, etc., on va faire une fixation sur lecture et on va faire une autre fixation sur électronique. En gros, on fait une fixation par mot. Certains mots, évidemment, les petits mots, les déterminants sont sautés. Mais quand le texte est vraiment très peu lisible, ça arrive souvent sur des pages web où l'auteur a voulu faire certains effets graphiques, dans ce cas-là, on a 2 fixations en moyenne qui se passent sur le même mot. C'est-à-dire qu'on a perturbé ce qu'on appelle la saccade oculaire, c'est-à-dire le saut qui va déplacer l'œil d'un endroit vers un autre. Ça occasionne, ce phénomène, 25% de fixation en plus, et là aussi, une fatigue visuelle accrue. Alors on est très efficace, bien sûr, pour identifier les mots, puisqu'on n'a pas encore d'ordinateur, notamment sur la reconnaissance manuscrite. On n'a pas encore de programme informatique qui reconnaissent avec une qualité, une efficacité aussi grande que l'être humain des lettres et des mots manuscrits. Vous voyez, en 250 millisecondes, on est capable de lire. On est capable de lire ça. Bon, vous connaissez tous ce message-là. Bon, c'est un ordinateur, il faut déjà lui apprendre les règles pour pouvoir lire ce genre
de lettres qui n'existe pas dans le français, hein, selon une étude de l'université de Cambridge, ça ne s'écrit pas comme ça. Est-ce que vous pouvez lire ça? Ça, c'est difficile. Mais si je rajoute l'autre partie, c'est bien mieux. Là aussi. Donc on n'a pas le même statut à l'intérieur du mot. Vous voyez, toutes ces différences-là, l'être humain le fait. Pourquoi est-ce que la partie haute des mots est plus facile à lire? Parce qu'il y a on appelle ça des hampes supérieures, comme il y a des hampes inférieures, il y a le H, le L, etc., qui forment une sorte de pattern, une sorte de patron, qui permet en fait de définir la forme du mot et du coup le mot aussi lui-même. Et bien sûr, est-ce que vous aviez vu les 3 erreurs qu'il y a dans la phrase du bas? Ce château fort est un lieu redoutable, ou château, c'est pas EAU, mais c'est EOU. C'est pareil pour un lieu, c'est VN, et redoutable, BLC plutôt que BLE. Simplement, j'emploie une typographie différente, mais on ne lit pas lettre par lettre, on lit de manière globale, et c'est cette globalité qui nous permet d'aller vite. On est vraiment une fois qu'on a appris à lire, ce qui n'est pas inné, mais une fois qu'on a appris à lire, on peut aller très vite à l'information. Un autre effet qui est l'effet de mémoire spatiale. Vous voyez cet effet-là, qui est un effet simulé du scrolling, ce fameux déroulement avec le petit ascenseur à droite ou à gauche, ou horizontal. Ça, c'est un effet, c'est-à-dire que, je vous le disais tout à l'heure, dans 20% des cas, l'œil revient sur du texte qu'il a déjà lu. Mais il ne faut pas que ce texte ait bougé en termes de position spatiale. Quand il a bougé comme un scrolling, en fait, on est vraiment très perturbé. C'est ce que les études ont montré, là aussi, depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que ce type d'instabilité spatiale du texte, que l'on a constamment, alors maintenant on a remplacé le scrolling par du page à page, ce qui est bien meilleur, bien sûr, mais on a encore ces effets-là qui font que la lecture est beaucoup plus difficile. Autre effet, je vous fais une sorte de pot pourri de ce que l'on a trouvé en psychologie dans les aspects de la lecture. L'organisation des informations. On a là aussi une tendance presque innée à pouvoir organiser les informations les unes avec les autres. Par exemple, l'épicière que je représente sur l'image, elle n'a pas mélangé les pommes vertes avec les pommes jaunes ou les pommes rouges, elle a bien rangé les éléments, les fruits avec les fruits, les pommes rouges avec les pommes rouges, les carottes avec les carottes, etc. Donc une sorte de ségrégation des éléments, des objets visuels, de manière à pouvoir faciliter, notamment à elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les études de psychologie, mais c'est le client, mais c'est de pouvoir faciliter la tâche du client de repérer les fruits qu'il veut. Ça, ce sont des lois qu'on connaît depuis longtemps, qui s'appellent les lois de la Gestalt. Et ces lois que je présente tout au bas de la diapo, ce sont des lois qui permettent de dire, on va essayer de rassembler les choses qui vont ensemble, pour le dire simplement. Donc les lignes, par exemple, verticales, il y a une loi de proximité qui dit, si je demande à quelqu'un de décrire cette figure-là, il va pas me dire, il y a 6 colonnes verticales, il y a 6 lignes verticales, mais il va me dire plutôt, il y a 3 colonnes, puisqu'il va grouper par paire, etc., etc. Regardez ce site web, c'est un vrai site, ça. Là, pour nous, du point de vue ergonomique, c'est vraiment très difficile pour retrouver une information. Parce que la ségrégation visuelle dont je parlais précédemment, elle n'a pas été respectée, notamment ici par le développeur. On voit un autre exemple ici. On a 2 pages d'accueil. Vous voyez, une page d'accueil d'un site web à gauche, et on a extrait l'architecture, en fait, c'est-à-dire les frames, excusez-moi du terme en anglais, mais c'est ça, les frames, les blocs qui correspondent au texte de cette page d'accueil. On voit que sur les frames à gauche, notamment, il y a une certaine hiérarchie qui a été respectée, et les blocs d'une certaine taille ont été groupés ensemble. Donc on a respecté, les lois de la Gestalt, notamment le principe de similarité. Sur la page d'accueil de droite, on n'a pas du tout respecté ça. Les blocs de texte, ils sont de tailles très différentes. Alors ça, le gars qui va lire, la première fixation, ou les 2-3 premières fixations qui vont être effectuées sur une page de ce type-là, il va avoir déjà une impression très négative.
disant il y a une sorte de feu d'artifice, il y a des informations de partout, je ne vais pas savoir. Alors s'il veut vraiment aller plus loin, évidemment, il va le faire, c'est-à-dire qu'il va essayer d'aller chercher l'information de manière plus approfondie. Mais sur le net, sur le web, on a vite tendance, une fois qu'on n'est pas content, d'aller voir ailleurs. C'est beaucoup plus facile que quand on est en ville, si vous voulez changer de produit, aller à la boutique quelques rues plus loin, c'est plus délicat. Et donc là, ça c'est un point important, c'est-à-dire l'idée que la première impression, quand on développe un site web, la première impression que l'on a, c'est déjà une impression, il faut qu'elle soit cohérente avec la perception visuelle de l'individu, parce que sinon, il peut avoir une impression complètement négative. Alors, il me reste très peu de temps, je vais passer à d'autres aspects, mais je ne terminerai pas. C'est la compréhension. On a vu la partie visibilité, on n'a pas vu la partie lisibilité. Et puis l'autre partie, évidemment, on lit pour comprendre, on ne lit pas simplement pour déplacer ses yeux. Le texte, ça vient du latin textus, qui veut dire tissu, ça a donné le mot texture aussi. Et qu'est-ce que c'est un texte ? C'est un tissage. Tout à l'heure, ça a été dit d'ailleurs à un moment d'une des présentations. C'est un tissage entre des liens de niveaux différents. Et tout ça pour établir une cohérence. Alors ces liens, c'est quoi ? C'est des liens au niveau lexical, c'est-à-dire au niveau des mots, des liens au niveau de la phrase, c'est-à-dire que je vais lier, par exemple, admettons que je suis en train de lire le mot comportement, je vais essayer de lier, d'associer le sens de ce mot comportement avec la phrase dans laquelle il se trouve, dans le paragraphe dans lequel il se trouve, et puis un dernier niveau, ça on sait faire de point de vue informatique, on sait modéliser ça, mais un dernier niveau qu'on a du mal à modéliser, c'est la mémoire. Et il faut faire des liens avec une mémoire. On parle de mémoire à long terme, de mémoire sémantique. Il faut faire des liens avec l'information que l'on a aussi stockée, que l'on connaît, parce que sinon, on ne pourrait pas lire des textes, évidemment, on ne pourrait pas les comprendre. Cette cohérence-là, elle est rendue plus difficile avec certains modes de présentation du texte, notamment avec les modes hypertextuels. Pourquoi ? Parce qu'on a une fausse impression dans l'hypertexte, c'est qu'on a la liberté de choisir son chemin de lecture, comme on dit. Alors que dans un livre, c'est beaucoup plus simple, il suffit de tourner la page. Normalement, l'enchaînement a été déjà prévu par l'auteur. L'auteur est bon ou pas bon, mais s'il a été bon, l'enchaînement doit se faire naturellement. Dans l'hypertexte, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que le développeur il a mis en place tout un ensemble de pages, et puis il a fait des liens entre ces pages, et puis débrouillez-vous comme vous voulez pour pouvoir établir vous-même la cohérence, c'est-à-dire votre chemin de lecture. Alors, quand on a déjà une connaissance, on parle de connaissance préalable, une connaissance du domaine, l'hypertexte peut être très bien. Mais pour des enfants qui n'ont pas connaissance forcément de tous les domaines qui existent, l'hypertexte est beaucoup plus difficile qu'un texte simplement linéaire, c'est-à-dire qu'un livre. 2 minutes. Une. Ouais. Ça va être court. Alors, et sur le web, alors, je voulais terminer, ensuite je vous passerai les histoires de mémoire, mais on s'est occupé on s'est intéressé pour savoir si certaines structures cérébrales étaient modifiées, notamment par la lecture sur le web versus sur papier. Donc, ce sont des études qui ont mis en place des systèmes d'imagerie cérébrale, d'IRMF. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand on regarde les deux images de gauche, celle qui est en haut à gauche et celle qui est en bas à gauche, sur la colonne lecture, la différence entre les nouveaux lecteurs, enfin les nouveaux utilisateurs d'Internet versus des experts d'Internet, on s'aperçoit qu'il y a une zone qui est beaucoup plus activée, une zone cérébrale qui est beaucoup plus activée chez les experts d'Internet, c'est-à-dire c'est la zone frontale. Pourquoi la zone frontale ? Parce que c'est la zone qui correspond à la prise de décision. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on lit sur Internet. C'est-à-dire vous faites la décision, vous prenez la décision de est-ce que je clique sur le lien ou pas ? Est-ce que je vais regarder l'image qui apparaît ou pas ? Donc vous prenez sur un livre, vous ne vous posez pas cette question-là. Encore une fois, ça a été fait. Normalement, ça a été fait et bien fait, si l'édition est bonne. Donc il suffit de tourner la page.
C'est la seule décision qu'on ait à prendre, ou fermer le livre si le livre n'est pas bon. Mais là, on s'aperçoit qu'effectivement, la lecture a été modifiée du point de vue structural aussi, c'est-à-dire elle a modifié, c'est la lecture sur le net, a modifié aussi les fonctions cérébrales et notamment la prise de décision. Si vous voulez, j'arrête là, parce que là j'en ai encore pour 5 minutes. Est-ce qu'on peut faire 3 minutes? Oui, là, vous me devez bien ça, parce que tout à l'heure, Oui, c'est vrai. Ça a mal marché. J'étais directement responsable, d'ailleurs. Alors, bon, je vais passer sur celle-là, ça, c'est pas intéressant. L'idée, c'est, est-ce que l'Internet, souvent on me dit, l'Internet, c'est une mémoire, c'est vrai que c'est la mémoire du monde, c'est la bibliothèque, puisqu'on a tout sur son iPad ou sur son smartphone, etc. On a toute la bibliothèque, alors qu'avant, il fallait aller soit à la bibliothèque, vous êtes bien placé, soit à la librairie pour acheter le bouquin, soit chez soi si on avait le bouquin. Tandis que maintenant, je suis dans mon jardin, je suis dans ma chambre, etc. Je peux avoir tous les livres dont j'ai besoin. Alors certains se sont posé la question, du coup, cette mémoire-là, on l'a toujours sur soi, dans sa poche. C'est plus trop nécessaire de pouvoir apprendre, de pouvoir mémoriser, parce que moi je voudrais avoir une information sur, je ne sais pas moi, les peuples précolombiens par exemple, je n'ai pas besoin de savoir vraiment, j'ai qu'à taper Wikipédia, peuple précolombien, et puis j'aurai toute l'information, où que je sois, à mon jardin ou ailleurs. Alors, il y a eu 2 manips qui ont été faites qui sont intéressantes par des Américains. Ils ont demandé à des lecteurs, à des étudiants, de lire des phrases difficiles et des phrases faciles. Les phrases difficiles étaient vraiment difficiles. Vous voyez, est-ce que tous les pays ont au moins 2 couleurs sur leur drapeau? C'est pas évident. Ou il y avait une autre phrase, c'était est-ce que le Nicaragua a la même superficie que le Danemark? Il faut vraiment être géographe pour pouvoir le savoir, quoi. Et les phrases faciles étaient vraiment faciles. Est-ce que les dinosaures ont disparu? Il ne faut pas réfléchir 3 heures. Et ils posaient, donc ils leur donnaient soit un bloc de questions difficiles, et ensuite ils faisaient un test qu'on appelle un test de Stroop, soit ils leur donnaient un bloc de questions faciles et encore le même test. Le test de Stroop, c'était des mots qui étaient présentés en bleu ou en rouge, et on demandait au sujet, c'est un test connu en psychologie, qui consiste à faire la différence entre ce qui est compris et ce qui est perçu. La couleur est perçue, la vision, et ce qui est compris, c'est le mot. Et donc on demande au sujet de nommer la couleur du mot. Mais là, les mots, ils n'étaient pas pris au hasard. On avait pris des mots qui étaient liés à l'ordinateur, à l'Internet, donc Google, Yahoo, il y avait ordinateur, souris, ce genre de trucs. Et puis d'autres mots qui étaient non liés. Et l'idée, c'était qu'on s'attendait à des temps de réaction plus longs lorsque les mots étaient liés à l'ordinateur, ce qui était le signe qu'effectivement, les sujets avaient fait le raisonnement suivant lorsqu'ils avaient reçu les blocs de questions difficiles. Ah, mais si j'avais eu mon smartphone ou mon ordinateur sous la main, je n'avais pas besoin de réfléchir, je l'avais tout de suite la réponse. Est-ce que par exemple tous les pays ont moins de couleurs? Et c'est effectivement ce qu'ils ont observé. Dans les questions difficiles, suite à la question difficile, les mots les plus activés, enfin qui provoquent des temps de réaction les plus longs, sont les mots liés à l'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des moteurs de recherche, Google et Yahoo. L'idée, c'est que de ces chercheurs, c'est de montrer que à ce moment-là, les étudiants se sont dit, moi je ne peux pas répondre à ces questions-là. Mais si j'avais eu mon smartphone sous la main, je vous répondais sans problème. Ils ont fait c'est la dernière minute, ils ont fait une dernière manip où ils demandaient, toujours c'était des questions simples là par contre, et ils disaient, il y avait 2 groupes d'étudiants, un groupe d'étudiants à qui on disait, vous savez, vous allez lire ces phrases, puis vous allez les écrire sur ordinateur, vous allez taper sur le clavier. Mais vous savez, l'ordinateur, vraiment, c'est quelque chose de solide, c'est-à-dire une fois que vous avez mis l'information sur le disque dur, il y est tout le temps, quoi. Et puis, à l'autre groupe, il leur disait, vous savez, je retire la prise de courant, vous avez tout perdu. C'est vraiment pas fiable du tout, l'ordinateur. Et ensuite, il leur demandait, une fois qu'ils avaient lu les trentaines de phrases, de rappeler, c'est-à-dire de mémoriser la phrase et de rappeler le plus possible de phrases. Et au groupe de sujets à qui on a dit, vous savez, l'ordinateur, c'est vraiment quelque chose de solide,
ils s'aperçoivent que sur le rappel des phrases, en fait, ils se rappellent beaucoup plus de l'endroit, ils devaient le mettre dans certains répertoires de l'ordinateur, ils se rappellent beaucoup plus du répertoire, c'est-à-dire de l'endroit où ils l'ont mis sur le disque dur, que du contenu lui-même. En fait, l'idée, c'est que, effectivement, comme on a cette mémoire externe utilisable, disponible tout le temps, c'est plus nécessaire de mémoriser un contenu, on peut l'avoir, c'est plus intéressant de savoir où il est plutôt. C'est le principe des marque-pages, des favoris. Vous avez besoin d'une information, vous dites, ah tiens, cette information, j'en ai peut-être pas un intérêt immédiat, mais elle va peut-être me servir par la suite. Je vais la mettre en marque-page. Souvent, vous n'y revenez pas d'ailleurs. Mais vous la marquez. Vous savez où est-ce que vous pouvez retrouver l'information, même si l'information, si le contenu, vous ne l'avez pas acquis. Voilà. Merci.